Bonjour, aujourd'hui je vais vous exposer les motifs de consultation les plus fréquents en termes de dermatopédiatrie. Sous forme d'une présentation, on va parler des dermatoses courantes de l'enfant sous forme de cas cliniques. On commence par le premier cas. Donc, c'est un enfant âgé de 6 ans qui consulte pour cette lésion évoluant depuis 3 semaines. C'est une plaque, comme on voit ici, c'est une plaque qui est allopécique, inflammatoire. On voit qu'elle est parsemée de plusieurs pustules à la surface. Donc, cette plaque, elle a une évolution qui est donc subaiguë. Elle est associée à des adénopathies cervicales et l'enfant, il est apyrétique. Il a reçu des traitements antibiotiques sans aucune amélioration. Donc, quel est le diagnostic le plus probable d'après vous? Et puis, on passe au deuxième enfant. Donc, il s'agit de la même pathologie avec une forme clinique qui est différente. Ici, c'est un enfant âgé de 6 ans qui présente des plaques squameuses toujours allopéciques. On voit ici plusieurs plaques et ça évolue depuis 3 semaines. L'interrogatoire révèle la présence d'un chat domestique. Donc, quel est votre diagnostic? Le premier diagnostic à évoquer devant une plaque allopécique et squameuse chez un enfant, c'est le diagnostic de teigne. Donc, la teigne, ça désigne l'envahissement du cheveu par un dermatophyte. Il y a plusieurs formes cliniques. Il y a les teignes tendantes, les teignes suppurées ou kyrian et les teignes faviques. Donc, d'après vous, quelles sont les formes cliniques ici? Donc, le premier cas, ça correspond à quelle forme clinique? Donc, le premier cas, ça correspond à une teigne suppurée ou dit kyrian. Donc, le deuxième cas clinique, il correspond à une forme, à une teigne tendante. Maintenant, quelle est la différence entre ces différentes formes? Il ne faut pas oublier que pour confirmer le diagnostic d'une teigne, il faut obligatoirement passer par un examen mycologique. Donc, pour les teignes suppurées, donc ici, cliniquement, elle est reconnue par son aspect inflammatoire. Elle est souvent en rapport avec un dermatophyte zoophile. Souvent, c'est l'origine animale. Donc, pour les teignes tendantes, donc, il y a donc, pour les teignes tendantes, il y a les teignes microsporiques. Elles sont entraînées par le Microsporum canis, qui vient souvent du chat. Et dans ce cas, cliniquement, les cheveux, ils sont cassés à quelques millimètres de cuir chevelu et ça s'associe souvent à une localisation cutanée. Pour les teignes tendantes à petites plaques, donc ce sont des teignes trichophytiques, et la transmission, elle est souvent interhumaine. Donc, ce qui est responsable, c'est les trichophytons violacum et le trichophyton tensurans. Dans ce cas, les cheveux, ils sont cassés au ras du cuir chevelu. Donc, pour les kyrians, c'est comme on a dit, les dermatophytes, ce sont des zoophiles ou bien des telluriques. Ils sont rarement anthropophiles, c'est-à-dire ça se transmet soit donc ça se transmet soit de la terre,
soit à partir des animaux. Dans ce cas, les lésions, elles sont arrondies, inflammatoires, avec présence de pustules et élimination spontanée des cheveux. Parfois, il y a des adénopathies, mais il n'y a pas de fièvre. Pour les teignes faviques, donc c'est une teigne qui devient presque inexistante en Tunisie. Maintenant, comment on va prendre en charge la teigne chez l'enfant? Donc, le traitement repose sur la grésiofluvine à la dose de 20 mg par kilo par jour et la durée du traitement, elle va de 6 à 8 semaines. On peut demander un prélèvement, un examen hépatique, un bilan hépatique avant, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, il devient obligatoire si on va prolonger le traitement jusqu'à 8 semaines. Donc, la prise de comprimés, ce sont des comprimés dosés soit à 250 mg, soit à 125 mg. Et ça doit être accompagné d'un corps gras, fromage, beurre pour une meilleure absorption. Donc, si l'enfant ne peut pas avaler les comprimés, on peut les écraser dans un peu de liquide, un peu du lait, un peu du yaourt. Et puis, on peut aussi, la grésiofluvine, elle a de l'AM pour la teigne, mais il y a aussi une autre molécule qui s'est avérée efficace surtout pour les teignes endotrix, donc que sur les teignes microsporiques et inflammatoires, mais malheureusement, elle n'a pas encore de l'AMM. Donc, il faut faire attention si l'enfant s'il s'agit d'un nourrisson qui a un âge inférieur à 1 an, donc il ne faut pas prescrire un traitement antifongique par voie systémique, et aussi chez la femme enceinte, on ne doit pas prescrire un traitement antifongique par voie systémique. Donc, pour les autres mesures associées, donc, on doit associer un traitement local antifongique. De préférence, on doit éviter les antifongiques topiques d'action rapide, comme par exemple le Mycoster, comme le Tercide, parce que ça peut encore aggraver l'action inflammatoire et l'aspect inflammatoire au niveau de la lésion initiale. Donc, on peut associer un shampoing antifongique, comme le Filazole shampoing, et donc avec un rasage de la zone qui est atteinte. Il faut aussi chercher dans l'entourage des sujets contacts, et il faut aussi indiquer une éviction scolaire pour les teignes anthropophiles, c'est-à-dire les teignes qui se transmettent entre les humains. Donc les teignes à transmission à partir du chat ou des animaux, ce n'est pas une obligation pour l'éviction scolaire. De toute façon, cette éviction peut être levée s'il y a un certificat médical qui atteste que l'enfant, il est déjà sous traitement. Et aussi, il ne faut pas oublier la désinfection des teignes, des brosses, des tondeuses avec des poudres antifongiques, par exemple le Mycoster poudre ou bien par exemple le Mycoster poudre. Donc, passons maintenant à notre cas clinique. C'est des enfants généralement qui consultent pour un prurite au niveau du cuir chevelu. Déjà, l'enfant, la nuit, il se réveille en se grattant. Et aussi, généralement, il y a ces enfants qui présentent des lésions eczématiformes, impétigénisées au niveau de la nuque. Donc, en voyant cet aspect d'eczéma impétigénisé, il faut penser directement à une pédiculose du cuir chevelu. La pédiculose de cuir chevelu, elle est due à la présence de peau de tête et atteint préférentiellement les enfants d'âge scolaire.
la transmission est essentiellement interhumaine directe, le plus souvent, avec le contact des têtes, surtout chez les enfants, et la transmission donc indirecte, elle est plus rare et elle se fait par les objets tels que les bonnets, les peignes et les brosses. Donc, le signe fonctionnel important, c'est le prurite de cuir chevelu diffus ou bien et surtout à prédominance rétro-auriculaire qui peut s'étendre vers la nuque. Donc, c'est un prurite aussi qui se voit au niveau du haut du dos. On dit que c'est un prurite en perlène. Concernant l'examen, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des lésions du grattage au niveau du cuir chevelu, au niveau de la nuque. On va trouver des lésions croûteuses surinfectées et parfois même des adénopathies cervicales. Donc, bien sûr, on va prescrire des antibiotiques, mais il ne faut pas passer à côté du diagnostic. Donc, chez un enfant, tout un pédicule de la nuque du cuir chevelu ou bien du cuir chevelu doit faire rechercher une pédiculose. Et à l'examen, donc les poux vivants, c'est rarement qu'on trouve des poux vivants, mais c'est ce qu'on trouve souvent, c'est des lentes, voilà, vous voyez leur aspect translucide, et qui sont accolées au niveau du cheveu, donc elles sont accolées au niveau et adhérentes au niveau du cheveu. La prise en charge, bien sûr, il faut éliminer les poux adultes, éliminer les lentes et limiter la transmission des poux d'une personne à une autre. Donc, il y a pas mal de produits sur le marché. Il y a les shampoings qu'on doit éviter parce que généralement, ils ne sont pas efficaces, mais ils favorisent l'acquisition de résistance. Et les répulsifs et les traitements préventifs ne sont pas généralement efficaces. Donc, il y a le Pouxit, le Kao-Pou, et il y a plusieurs produits. Donc, ce Pouxit, c'est à base d'éméticone. Donc, ce sont des particules qui vont entraîner une asphyxie du pouls au niveau du cheveu. Par exemple, pour le Pouxit lotion, on doit appliquer le produit pendant 1 heure au niveau du cuir chevelu. Et puis, on va rincer et on va refaire la même chose. Après 1 semaine, on réapplique pendant 1 heure et puis on fait un rinçage. Il y a le Pouxit F ou XF où c'est une application de 15 minutes. Après, on rince et sans réappliquer le produit. L'essentiel, c'est de réaliser l'élentage. L'élentage avec ces peignes. Donc, il faut faire l'élentage dans le sens contraire des cheveux et on peut le tremper dans du vinaigre. Donc, il y a aussi la méthode classique où on utilise l'aphthyria poudre est appliquée sous un bonnet au niveau du cuir chevelu pendant 8 heures, bon, pendant toute la nuit. Et le matin, les cheveux, ils sont rincés. Aussi, il faut dépister la présence de poux dans l'entourage. S'il s'agit d'une fratrie, d'une école, d'une crèche, il faut chercher des enfants atteints. Et il n'y a pas de traitement préventif, c'est pas comme la gale. Donc, on ne traite pas les enfants d'une façon préventive. Aussi, il faut penser à désinfecter les objets, donc, tels que les bonnets, les écharpes, peluches, la literie, par l'aphthyria poudre aussi. Un autre cas clinique, c'est un enfant âgé de 5 ans qui consulte pour ses lésions évoluant depuis quelques jours. Donc, il y a son frère qui est atteint, qui présente à peu près les mêmes lésions. Et cet enfant, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ces croûtes millicériques, des lésions croûteuses, brunâtres, qui sont donc péri-orificielles. C'est auprès des narines.
et de la cavité buccale. Elles ont un aspect myélicérique, une couleur brunâtre comme de la miel. Il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas d'adénopathie. Donc, quel est le diagnostic le plus probable ici? Donc, herpès, impétigo, candidose, eczéma, leishmaniose cutanée. Donc, bien sûr, le diagnostic le plus probable, c'est un impétigo. L'impétigo, c'est la plus fréquente des dermatoses bactériennes de l'enfant. Et le germe incriminé, c'est le streptocoque pyogène ou bien le staphylocoque doré. Donc, généralement, il est reconnu par cet aspect croûteux myélicérique qui siège au niveau d'une zone qui est péri-orificielle avec un état général conservé, absence de fièvre et absence de signes infectieux associés. Mais toutefois, il y a des formes bulleuses où on trouve, comme chez cet enfant, des formes qui sont étendues et bulleuses et presque généralisées. Donc, il y a souvent une atteinte dans l'entourage. Parfois, on a trois frères ou des sœurs et des frères qui consultent en même temps. C'est pour vous montrer l'aspect contagieux de cette lésion. Et donc, un enfant qui présente un petit goût, normalement, il doit être gardé à la maison jusqu'à qu'il soit traité convenablement. Aussi, il y a des complications qui peuvent être graves. Donc, on peut avoir des localisations systémiques comme une atteinte rénale, comme la glomérulonéphrite aiguë. L'épidermolyse staphylococcique, c'est une sorte d'écollement cutané dû à la présence de staphylocoques qui peut mimer même un syndrome de Lyell et ça peut être aussi grave, donc c'est une urgence thérapeutique. C'est pourquoi il faut traiter cette infection correctement. Déjà, il faut faire le diagnostic et donner le traitement. Quelle est la conduite thérapeutique? Pour les formes, bien sûr, localisées, pour les formes localisées, c'est un traitement local. Ça peut être donc une crème antibiotique, par exemple l'acide fuchsidique, le siderme, le Bactroban, malheureusement il n'existe pas en Tunisie, à base 2 fois par jour pendant une semaine. Pour les formes étendues, bien sûr, c'est une indication pour une antibiothérapie par voie générale, que ce soit l'augmentin, un macrolide ou bien une céphalosporine. Bien sûr, en associant les mesures générales telles qu'une toilette soigneuse pour éliminer les croûtes, mettre un émollient, on peut imbiber la lésion de crème de l'antibiotique local pour décaper les croûtes et faciliter la guérison, mettre un pansement sur les lésions situées sur les zones découvertes, couper les angles de l'enfant et bien sûr l'éviction, réaliser l'éviction scolaire pour ne pas contaminer les autres enfants. Donc on passe à un autre motif de consultation qui est fréquent. Ici, il y a 2 sœurs âgées de 8 et de 5 ans, donc, qui consultent pour un prurite à aggravation nocturne évoluant depuis 3 semaines. Donc, on est, comme motif de consultation, on est devant un prurite familial. Et puis, en examinant ces 2 filles, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici des vésicules, des lésions vésiculeuses, et on voit une sorte de sillon. Donc, on va penser directement au sillon scabieux de la gale.
on est devant une forte suspicion de gale. C'est une ectoparasiteuse cutanée fréquente. Elle est très contagieuse et la transmission, elle est surtout directe, interhumaine, par les contacts intimes des sujets qui vivent sous le même toit. Ils sont facilement contaminés. Et le germe responsable, c'est le Sarcops caaidi hominis. Au sein d'un couple, la gale peut être considérée comme une maladie sexuellement transmissible. Et parfois, il y a des patients qui consultent pour des lésions qui sont uniquement localisées sur les organes génitaux. Donc, ça se voit surtout chez l'adulte. Et chez l'enfant, s'il y a une localisation au niveau des organes génitaux qui est une atteinte localisée, il faut penser aux sévices sexuels et ne pas oublier que la gale, elle est considérée comme une maladie sexuellement transmissible. Donc, pour la gale, le diagnostic, il est clinique. C'est un diagnostic facile devant la présence de signes spécifiques qui ne sont pas toujours présents. Par exemple, comme les sillons scabieux, on les trouve souvent au niveau des mains, au niveau des poignets, des faces latérales de la main, entre les doigts, dans les espaces interdigitaux. Et la main, il faut strictement examiner les mains parce que ça nous oriente facilement vers le diagnostic de gale lorsqu'on trouve les signes spécifiques. Aussi, les vésicules perlées qui se trouvent encore au niveau des espaces interdigitaux. Et il y a les nodules scabieux qui sont fréquents chez l'enfant. Donc, c'est des papulonodules avec un aspect brunâtre, parfois rouge, plus inflammatoire, qui se trouvent surtout au niveau des plis et ça peut se voir aussi au niveau des organes génitaux. Et puis, il y a la forme du nourrisson. La forme du nourrisson, c'est une forme particulière de la gale avec une atteinte palmoplantaire vésiculo-pustuleuse. Donc, on a ces enfants qui arrivent avec une atteinte des lésions vésiculo-pustuleuses palmoplantaires isolées. Donc, dans ce cas, on doit reprendre l'interrogatoire avec les parents et chercher la notion de prurite chez les parents et examiner les parents à la recherche de signes qui nous orientent vers une gale. Il y a aussi ici un autre diagnostic différentiel qui est l'acropustuleuse du nourrisson. Donc, c'est pour ça qu'on peut indiquer un prélèvement à la recherche de Sarcope. Ça va nous aider s'il est positif, mais il faut savoir qu'une recherche de Sarcope qui est négative, elle n'élimine pas le diagnostic de gale. Et puis, chez les enfants, en plus de cette forme particulière qui est palmoplantaire, la gale peut réaliser une forme qui est généralisée. On dit que la gale classique chez l'adulte, elle n'atteint pas le visage et le dos, mais chez l'enfant, elle peut réaliser un tableau généralisé avec une surinfection secondaire et souvent on traite initialement l'infection et après on pourra discerner plus les signes de la gale. Concernant le traitement, comment on va traiter l'enfant? Bien sûr, le traitement, il répond à des règles générales. Donc, il faut traiter le patient, la famille et traiter son entourage. Traiter le patient, comment on va traiter le patient? C'est par la scabiole, le benzoate de benzyle. À J1, on va faire une douche et sécher les tuguments, les laisser un peu humides et appliquer sur tout le corps la scabiole tout en évitant le visage. Donc, mais si le visage est atteint, on peut l'utiliser.
On va laisser 24 heures et puis à J2, on va refaire la même chose, c'est-à-dire une douche et puis une réapplication du produit sur le corps et on va laisser encore 24 heures. À J3, donc on fera une douche, donc sans réappliquer le produit. Donc pour la scabiole, c'est une application à 2 reprises séparées par 24 heures. Maintenant, on a de plus en plus tendance à refaire le protocole à J7 parce qu'on a de plus en plus de formes résistantes de Gall. Donc, je pense que pour l'enfant, on pourrait évaluer en premier lieu avant de refaire la même chose après 7 jours. Parce que la scabiole, c'est un produit qui est irritatif. Ça peut donner des eczémas, des irritations. Et donc, je préfère de revoir l'enfant avant de prescrire systématiquement une autre cure. Il faut faire attention, pour un âge inférieur à 2 ans, il s'agit d'une seule application avec maximum de 12 heures de contact. Donc, il faut retenir ça. Et il faut mettre un bandage protecteur sur les mains et les pieds parce que l'enfant il peut mettre les mains dans sa bouche. C'est un produit toxique qui peut même entraîner des convulsions. Donc, cette notion s'applique aussi pour la femme enceinte. Si un patient, même un adulte, consulte pour une gale, il faut bien faire l'interrogatoire et chercher donc la famille, les membres de famille, est-ce qu'il y a un enfant, est-ce qu'il y a une femme enceinte, pour adapter le traitement parce qu'il faut traiter toute la famille et traiter tous les gens qui habitent sous le même toit. Donc l'autre chose, c'est de traiter l'environnement. Par exemple, il faut traiter la literie, les draps, les vêtements, les mettre dans un sac pendant 48 heures avec de l'ascapoudre et les laisser pendant 48 heures, puis les laver à l'eau chaude. Donc même s'il n'y a pas, on n'a pas trouvé de l'aftiria ou de l'ascapoudre, l'eau chaude, elle est donc suffisante pour traiter ces draps qui sont infectés. Donc, j'espère que c'est bon pour la gale. Un autre cas clinique, c'est ces enfants. C'est un motif de consultation très fréquent. C'est une pathologie qui est très fréquente. Donc, on a souvent ces enfants qui consultent pour des petites lésions populeuses, de la couleur de la peau. Les lésions, elles sont arrondies, à surface lisse, de petite taille. Elles peuvent siéger au niveau du visage, au niveau de tout le corps aussi, et parfois, elles ont un aspect qui est ombiliqué. On les reconnaît avec cet aspect qui est ombiliqué. Donc, je pense que vous avez reconnu la pathologie. C'est le molluscum contagiosum. Le molluscum contagiosum, c'est lié au poxvirus. Ça peut réaliser des formes étendues, surtout chez les enfants qui présentent une dermatite atopique, parce que c'est dû au grattage, donc l'enfant se gratte, et il y aura une atteinte plus étendue que les autres enfants. Le molluscum contagiosum, il cause surtout la gêne des parents plus que l'enfant. Les enfants, les parents, ils demandent un traitement en urgence. Donc, c'est une pathologie virale, bénigne, qui peut même régresser spontanément. Il ne faut pas s'acharner pour le traitement. Et on va voir quels sont les moyens thérapeutiques. Donc, avant quelques années, on utilisait surtout la curette et on faisait le curetage de ces lésions. Ce qui est un geste qui est douloureux
pour l'enfant. C'est un geste qui est agressif et douloureux. Aussi, on conseille d'utiliser les gants de toilette lors de la douche et c'est un peu l'équivalent à ce qu'on fait avec la curette. On peut aussi le traiter par l'azote liquide, la cryothérapie, qui est le traitement par de la verrue, des verrues. Mais il y a récemment, donc depuis quelques années, un traitement qui a un peu modifié les choses. C'est le Molutrex. Le Molutrex, on l'utilise de première intention, mais il n'est pas, donc dans ces indications, il ne faut pas l'utiliser pour l'enfant de moins de 3 ans et il faut éviter la localisation au niveau du visage et des muqueuses. Pour l'utilisation, il s'agit d'une application par jour dès l'apparition de l'inflammation. Donc, si on remarque que la lésion où on a appliqué le Molutrex, elle est devenue inflammatoire, on arrête l'application. Donc, sinon, on va continuer jusqu'à 14 jours d'application et les lésions elles vont donc régresser progressivement. Donc, on applique 1 à 2 fois par jour jusqu'à 14 jours. Et si on obtient un érythème de la lésion avant de compléter les 14 jours, donc on doit arrêter à ce moment. Et on ne doit pas s'acharner à traiter le molluscum si donc l'enfant ne tolère pas, par exemple, le curetage ou l'azote liquide. Donc, ça va disparaître tout seul. Ça dépend de l'immunité de l'enfant. Sinon, si on veut traiter par le curetage, on peut appliquer une anesthésie locale de façon préalable, comme l'Aprilia, pour diminuer la douleur et pour que l'enfant ne soit pas très agité. Un autre cas clinique, c'est une pathologie qu'on voit fréquemment aux urgences pédiatriques. C'est ces enfants qui arrivent en urgence amenés par leurs parents avec une fièvre et des lésions vésiculeuses, même vésiculopapuleuses et peuvent même devenir bulleuses qui siègent au niveau des membres, au niveau péribuccal, au niveau des fesses. C'est le syndrome main-pied-bouche. Souvent, on a une atteinte palmo-plantaire associée. Donc, ce qui attire l'attention, c'est la fièvre et ces lésions qui sont donc généralement localisées au niveau des extrémités avec atteinte palmo-plantaire et avec un siège péribuccal et peuvent même donner des atteintes muqueuses, de la muqueuse buccale associée. Donc, c'est le syndrome main-pied-bouche, qui est donc lié, il a une origine virale bénigne, souvent due au coxsackie-virus ou à l'entérovirus. Donc, il associe généralement une fièvre, une pharyngite vésiculeuse, une dysphagie, des ulcérations buccales, des vésicules translucides entourées d'un bord inflammatoire et les symptômes régressent spontanément après une semaine. Donc, comme on a dit, le siège et les convexités, surtout chez les jeunes enfants, sont atteints. La localisation palmoplantaire, elle est fréquente et il y a de nombreuses formes atypiques extensives qui sont trompeuses. Le traitement, il est symptomatique. Donc, voilà des lésions qui sont vésiculeuses. Donc, le contenu, il est liquidien. Ici, c'est avec l'atteinte palmoplantaire fréquente. Et ici, c'est un enfant
qui présentent une forme plus sévère avec un aspect carrément bulleux. Vous voyez ici, c'est des bulles, mais on voit toujours l'atteinte des extrémités et le siège péribuccal. Ici, on peut même évoquer un diagnostic différentiel à type de pemphigoïde bulleuse. Elle existe chez l'enfant. Et on peut même avoir recours à une biopsie et une IFD. Mais vu la fièvre, l'installation aiguë et la localisation surtout des lésions, c'est plutôt en faveur de syndrome main-pied-bouche. Et on n'a pas fait d'exploration, on a juste surveillé l'enfant et mis sous traitement symptomatique et l'évolution était rapidement favorable. Une autre pathologie aussi fréquente de l'enfant, donc c'est un enfant âgé de 5 ans qui consulte pour une fièvre et une éruption prurigineuse, toujours d'installation aiguë avec notion de cas similaires dans l'entourage. Je pense que le diagnostic il est facile, donc c'est une varicelle. Ça fait partie des fièvres, c'est la plus fréquente des fièvres éruptives de l'enfant. Elle est très contagieuse. La contagiosité s'étale de 48 heures avant jusqu'à 6 jours après l'apparition des éruptions. Et donc, il y a une inoculation, surtout par voie respiratoire. C'est une maladie immunitaire dont l'incubation se fait pendant 15 jours. Donc, le début, il est marqué par une fièvre, un malaise général, des adénopathies cervicales et l'éruption, elle se fait en 4 phases. Déjà, cette dermatose virale, elle est caractérisée par la présence d'éléments d'âge différents. Donc, la présence d'éléments d'âge différents, elle est très caractéristique. Initialement, ce sont des macules érythémateuses et puis elles deviennent des vésicules avec contenu clair. Il y a souvent une atteinte muqueuse et une atteinte au niveau du cuir chevelu. Donc, dès qu'on voit des lésions muqueuses et au niveau du cuir chevelu, on comprend rapidement que c'est de la varicelle. Et puis, ces vésicules, elles deviennent ombiliquées et troubles. Elles vont aussi se rompre après et elles vont donner des croûtes. Donc, il y a les macules, les vésicules à contenu clair, puis à contenu trouble et enfin la présence de croûtes qui peuvent se surinfecter. Donc, on peut avoir un tableau de varicelle qui est surinfecté. Donc, le prurite, il est très fréquent. Et c'est une gêne, c'est une cause de gêne et d'agitation pour l'enfant. Donc, retenez donc les éléments d'âge différents qui permettent de faire le diagnostic. On a dit que c'est une forme bénigne, mais il y a aussi des formes graves qui concernent surtout l'immunodéprimés. Certaines formes de varicelle peuvent se compliquer de manifestations neurologiques ou d'atteintes pulmonaires, donc qui restent plus fréquentes chez l'adulte. Il faut faire attention aussi pour ne pas donner de l'aspirine à l'enfant qui est contre-indiqué formellement parce qu'il peut entraîner le syndrome de Rey-Hépato à type donnant une hépatoencéphalopathie aiguë. Donc, il ne faut jamais donner de l'aspirine à un enfant qui présente une varicelle. Et même si on a des doutes sur une varicelle, il faut les éviter. Donc, le traitement, généralement symptomatique, donc comporte les antihistaminiques, les antiseptiques locaux, les antibiotiques généraux s'il y a une surinfection, ce n'est pas de façon systématique, et bien sûr l'éviction solaire parce qu'on a vu que c'est une pathologie qui est très contagieuse. Donc les formes graves nécessitent traitement un antiviral à type d'acyclovir ou de valacyclovir et même des immunoglobulines spécifiques. Donc maintenant, on va compléter par des motifs de consultation qui sont
très fréquent, cette pathologie pour laquelle consultent presque tous les bébés, et c'est la dermite de siège. La dermite de siège, il y a un signe pour distinguer. Généralement, les causes les plus fréquentes, c'est que ce soit irritatif, bien sûr, c'est par les selles, les urines, c'est une zone de macération, d'irritation, ça peut irriter. Est-ce que c'est allergique? C'est dû au contact avec les couches, avec les produits qu'on applique, les produits parfumés, les crèmes, donc les lingettes qu'on utilise, que les mamans utilisent. Est-ce que c'est une candideuse? Donc, c'est les étiologies les plus fréquentes, les dermites irritatives, les dermites à type d'eczéma et les candidoses, c'est les étiologies les plus fréquentes pour les dermites de siège. Il y a un signe important qui nous permet de distinguer les dermites irritatives et allergiques qui rentrent dans le même cadre, et même une dermite irritative peut évoluer vers une dermite allergique dans un deuxième temps, c'est qu'il y a une atteinte au niveau des convexités. C'est l'érythème en W. Vous voyez, c'est un érythème qui est en W. Pourquoi les convexités? Parce que c'est des zones qui sont plus en contact avec que ce soit les couches, que ce soit les produits cosmétiques, que ce soit avec les lingettes. Donc, ce sont les zones qui sont les plus en contact et c'est une atteinte, c'est un érythème en W. Si on voit les plis, donc on remarque que les plis ne sont pas atteints. Donc, ça épargne les plis et de ce fait, c'est contre l'origine candidosique. On sait que même une dermite allergique, ou bien irritative, on peut avoir une greffe candidosique qui vient sur cette dermite et dans ce cas, on aura nécessairement une atteinte au niveau des plis. Donc, le deuxième cas, vous voyez, l'atteinte, elle est surtout au niveau des plis et c'est en faveur de l'origine candidosique. Donc, ce n'est pas toujours aussi bénin. Dans ce cas, c'était une histiocytose languérantienne, donc c'était une pathologie grave. Devant la non-amélioration, il faut penser à des diagnostics qui sont plus sérieux. Donc, le traitement de dermite de siège, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on doit faire des échanges fréquents. Il ne faut pas laisser l'enfant en contact avec des couches mouillées par l'urine ou par les selles. Il faut éviter les produits parfumés, les lingettes, il faut aussi, on peut donner des crèmes barrières, donc comme Mustela, comme les crèmes de change de Vital. Il y a la phytosine, il n'y a pas de crème barrière. Pour les lésions qui évoquent plutôt une candidose, bien sûr, il faut donner un antifongique local. Un autre motif de consultation, c'est cette dermatose inflammatoire chronique qui peut atteindre l'enfant à des âges différents. Donc, chez l'enfant de petit âge ou le nourrisson, c'est surtout le visage, les convexités et le visage, les joues. Si l'enfant, il est un peu plus grand, donc 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est surtout les zones, les plis. Donc, les plis, ils sont atteints. Ces enfants, ils ont généralement dans la famille une notion d'atopie chez les parents. C'est des parents qui présentent soit des rhinites allergiques, des conjonctivites, des asthmes. Et ces enfants, ils ont une peau xérose qui est très sèche. Donc, j'espère que vous avez reconnu, c'est la dermatite atopique. C'est une dermatose inflammatoire origineuse.
Donc, c'est une sorte d'eczéma qui est intrinsèque, mais ces enfants, ils peuvent avoir des eczémas extrinsèques pour différents produits de l'environnement. Ça peut se compliquer d'un eczéma pour d'autres choses, mais à l'origine, c'est un eczéma qui est intrinsèque. Il est lié à un terrain familial d'atopie. Les lésions, elles sont souvent des lésions eczématiformes, d'eczéma, avec une atteinte des convexités chez le nourrisson, une atteinte des plis chez les enfants. Donc, ces enfants présentent nettement une xérose cutanée qu'il faut la combattre parce que c'est la xérose qui fait le lit des lésions d'eczéma actives. Donc, il faut toujours appliquer des émollients pour lutter contre cette sécheresse cutanée. Le diagnostic repose sur des critères diagnostiques différents. En Tunisie, les critères les plus adaptés sont ceux de Hanifen et Rachka. Le traitement, bien sûr, si on est devant un épisode aigu, il faut donner des dermocorticoïdes. Aussi, il faut voir est-ce qu'il y a une surinfection ou non, parce que la surinfection à staph, elle joue un rôle qui est important dans l'exacerbation de la dermatite atopique. Donc, s'il y a une infection, il faut donner un traitement antibiotique et même parfois général. Sinon, c'est les dermocorticoïdes. Dans la phase aiguë, il faut éviter les émollients au niveau des lésions donc actives. Bon, on ne va pas traiter l'eczéma avec des émollients, mais plutôt avec des dermocorticoïdes et des antibiotiques s'il y a une surinfection. Et dans la phase d'entretien, on va garder les émollients. Donc, on peut aussi associer des antihistaminiques en même temps. Mais il faut bien traiter l'enfant. Il ne faut pas avoir peur des dermocorticoïdes. Certains parents, ils ont une corticophobie. Il ne faut pas avoir cette corticophobie. Le seul traitement qui peut traiter la dermatite atopique, c'est les dermocorticoïdes. Et donc, il n'y a pas d'indication aussi pour la corticothérapie générale. Voilà une petite fille qui nous a consulté pour cette plaque érythémateuse au niveau des joues. Et puisque on vient de voir la dermatite atopique, on a pensé à une dermatite atopique chez un nourrisson avec une atteinte des convexités. On a prescrit une corticothérapie locale et l'enfant, elle s'est aggravée. Donc, et puis, on a examiné la maman qui a présenté une candidose au niveau de l'angle. Donc, faites attention. Ici, ce n'est pas une dermatite atopique, mais c'était une dermatophysie cutanée, d'autant plus que la lésion était unilatérale. Un motif de consultation très fréquent, c'est ces enfants qui naissent avec ces croûtes de lait. Les croûtes de lait, donc ça atteint le cuir chevelu, ça peut aussi se localiser au niveau du visage. Donc les zones, c'est surtout les sillons nasogéniens, c'est une localisation caractéristique, et les sourcils. On peut avoir une atteinte bipolaire, c'est-à-dire au niveau de la tête et au niveau des zones génitales. Au niveau des zones génitales, c'est une localisation qui est bipolaire et on peut même avoir une atteinte qui est généralisée. On l'appelle l'érythrodermie de Leiner-Mousseau. C'est une forme généralisée de tout le corps. Donc, le traitement, il repose ici. C'est un cas où les lésions elles sont très inflammatoires. On peut associer une corticothérapie locale faible et pendant vraiment quelques jours, 3 jours, 5 jours, en association avec un antifongique local. Pour les croûtes de lait, donc il faut utiliser un émollient, il faut ramollir les lésions et donc ça va se décaper lors de la douche. On peut même
si on n'a pas de moyens, on peut même traiter par de la vaseline simple et non pas salicylée. Il faut éviter la vaseline salicylée chez l'enfant et surtout un nouveau-né. Donc, c'est une vaseline simple. Donc, on couvre ses croûtes par une bonne quantité de vaseline simple et puis on va par une peigne et on va les décaper doucement. Donc, il y a pas mal de produits, mais elle est récidivante. Généralement, elle diminue avec l'âge. Certains enfants gardent un état squameux gras ultérieurement. Donc, il y a le Kélual, donc ça s'applique pendant 15 minutes avant la douche. Il y a aussi d'autres crèmes comme Mustela Uriage qui s'appliquent la nuit pendant quelques heures. Et puis, même la vaseline simple, elle peut faire l'affaire. Autre manifestation de pathologie infectieuse chez l'enfant. Ici, c'est un enfant qui consulte pour cette plaque érythémateuse squameuse au niveau de la main. Donc, il est originaire d'une zone endémique. Il est originaire de Sidi Bouzid. Donc, ça évolue depuis un mois sans amélioration. Il a reçu des traitements antibiotiques sans amélioration. Et voilà sa sœur qui présente une lésion au niveau du visage avec une forme qui est ici hyperkératosique. Donc, devant un enfant qui consulte d'une zone endémique pour une lésion au niveau d'une zone découverte qui est non améliorée par un traitement antibiotique et sans signe infectieux associés, sans adénopathie, sans fièvre, sans signe infectieux, on doit évoquer le diagnostic de leishmaniose cutanée et on va faire un prélèvement à la recherche de corps de leishmanie. Donc, s'il est positif, on va retenir le diagnostic. S'il est négatif, on peut passer à faire une PCR. Donc, le résultat peut être donc récupéré par PCR. Et pour le traitement, qu'est-ce qu'on propose chez cet enfant? Donc, on voit que cette lésion, elle se situe en regard d'une articulation. C'est une seule lésion. Les choses peuvent être gérées par une cryothérapie. L'azote liquide, en l'appliquant, il nous donne de bons résultats. Donc ici, l'injection intralésionnelle par glucontine, elle est contre-indiquée vu la localisation de la lésion. Le glucontine par voie générale aussi, il peut être, si on va l'indiquer, donc il faut hospitaliser ce patient, faire un bilan pré-thérapeutique avec tout le risque donc, du glucontine. Donc, on pourrait le laisser en dernière alternative. On peut donner aussi le flagyl. Le flagyl, il a montré une certaine efficacité dans les leishmanioses cutanées. Donc, on pourra soit faire des séances de cryothérapie, soit donner en premier lieu le flagyl sirop pendant une quinzaine de jours, soit associer les deux. Donc, ils sont possibles. Il y a 3 possibilités. Chez cette fille, même, donc on a essayé la cryothérapie dans des localisations de la face, ça nous a donné de bons résultats. Donc, au niveau de la face, on ne va pas donner de glucontine intralésionnelle, donc ça risque de donner des érysipèles au niveau de la face. Soit on peut essayer des séances de cryothérapie doucement avec quelqu'un qui pratique la cryothérapie. On peut aussi associer flagyl et cryothérapie et si ça n'a pas abouti à un résultat, on peut même indiquer le glucontine par voie générale, mais l'enfant doit être hospitalisé. Ici, c'est un enfant qui consulte pour cette petite plaque circinée au niveau du cou. Donc ici, c'est une dermatophysie cutanée. Et en voyant cet aspect, on peut deviner que l'enfant
possède un chat parce que c'est généralement le Microsporum canis. Cette fille qui consulte pour cette fraise, donc c'est un hémangiome infantile, c'est la tumeur vasculaire la plus fréquente du nourrisson. Donc, c'est une tumeur bénigne qui passe inaperçue à la naissance. Elle est une petite tache, donc souvent on ne voit pas, elle passe inaperçue. Et puis, un intervalle libre, après un intervalle libre, elle commence à augmenter progressivement jusqu'à un maximum à 8 mois, 8 à 12 mois. Donc, après, elle entre dans une période de stabilisation. Il y a des hémangiomes sessiles et des hémangiomes sous-cutanés et des hémangiomes à double composante. Donc, pour les hémangiomes qui ont une composante sous-cutanée, l'augmentation de la taille peut durer jusqu'à 12 mois. Puis, on entre dans une période de stabilisation et à partir de 18 à 20 mois, la tumeur commence à régresser. Donc, certaines localisations sont une indication pour un traitement. Par exemple, une localisation au niveau périnarinaire, ça va entraver la respiration. Ou bien une localisation au niveau de la paupière, ou bien lorsque il y a un risque sur l'œil. Dans ce cas, un traitement est indiqué à base le traitement il est à base de bêta-bloquants. Donc, le traitement à base de bêta-bloquants et le nourrisson doit être bien sûr hospitalisé, surveillé concernant les signes d'hypoglycémie, la tension, la fréquence cardiaque. Sinon, ce n'est pas une indication pour les traitements, comme dans ce cas, on peut surveiller la lésion puisqu'on sait que ça va diminuer de taille avec l'âge. C'est l'hémangiome infantile. Je termine en vous présentant un cas. C'est une fille et c'est son frère. C'est son frère qui, après avoir entré de l'école, un jour après, il consulte pour cet aspect. Donc, c'est des lésions pustuleuses du visage chez la fille. L'enfant, il y a aussi, le frère, il y a des pustules, mais qui sont moindres. Il y a un aspect enfant inflammatoire. Donc, et à l'interrogatoire, les enfants, ils ont joué avec une plante. Ils ont joué avec cette plante et ça a entraîné ces lésions qui sont en rapport avec une dermatite de contact pustuleuse. Donc, on a remarqué que c'est une pathologie qui est fréquente, donc fréquente surtout au printemps. On a eu beaucoup d'enfants qui ont consulté pour cet aspect. Donc, c'est des lésions qui ont une topographie faciale et c'est lié à l'exposition à des substances aéroportées d'origine végétale comme les pollens de cette fleur et comme cette plante. Donc, dans ce cas, c'est une origine allergique. Généralement, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas d'adénopathie, c'est une indication pour traitement par corticothérapie. Bon, on peut faire la corticothérapie locale dans les formes modérées et même une corticothérapie générale dans les formes qui sont sévères. Donc, merci pour votre présence. Si vous avez des questions, je pourrai répondre si vous voulez me poser des questions.